Le positron, j'ai dit, c'est la même chose que l'électron. Donc il perd son énergie de la même manière. D'accord? Le positron, il perd son énergie par ionisation, par Bremsstrahlung, par Cherenkov, partout. Donc il s'agit de la même particule, tout simplement la charge qui est différente. Donc il perd son énergie de la même manière que l'électron. Donc tout ce que j'ai dit sur l'électron, c'est applicable pour le positron. Maintenant, ce positron, j'ai dit, c'est une antiparticule. Et les antiparticules, en général, ils ne peuvent pas vivre. Ils n'ont pas une vie, ils ne peuvent pas vivre. Par exemple, si je prends l'antiproton ou bien le positron, ils ne peuvent pas vivre. Vous ne pouvez pas trouver un positron dans l'air, comme ça. Donc le positron, parmi les caractéristiques qu'il a, c'est que dès qu'il perd son énergie cinétique, ça veut dire lorsque son énergie cinétique s'annule, hein, j'ai un positron bêta plus par exemple. Bêta plus, une fois l'énergie cinétique s'annule, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec un électron et il forme un système qu'on appelle positronium. Il s'appelle un système lié. C'est comme l'atome d'hydrogène, mais cette fois-ci, on a électron-positron. Donc j'ai le positron, une fois arrêté, il s'associe avec un électron et il forme un système que j'appelle tout simplement positronium. Ce positronium, il a une durée de vie très faible, je pense, c'est 10-10 secondes. Et par la suite, il se désintègre. D'accord? Il se désintègre et il va donner, si vous voulez, un gamma 1 et gamma 2. Donc il va me donner 2 gamma. Donc les électrons et le positron disparaissent. D'accord? Donc la masse n'existe plus et cette énergie de masse, il va si vous voulez, se convertir en photons. Donc il va me donner 2 photons qu'on appelle photons d'annihilation. D'accord? Donc ça c'est le mécanisme d'annihilation, c'est ça. Ça veut dire électron, positron, ils s'associent, d'accord? Et forment, donc comme j'ai dit, ce positronium qui va se désintégrer pour donner 2 gamma d'annihilation. Ça c'est le mécanisme principal. Donc parce que ce mécanisme-là, il dépend du spin des 2 particules. Si les 2 spins sont parallèles, donc à ce moment-là, donc on peut avoir 3 gamma, d'accord? Mais on ne parle pas beaucoup parce que c'est très improbable. Donc la probabilité est très faible pour avoir ça. Donc on peut avoir 3 gamma, mais si les spins sont antiparallèles, donc dans ce cas-là, si vous voulez, c'est le parapositronium, ça s'appelle parapositronium. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, on va avoir 2 gamma d'annihilation qui est plus probable, qu'on trouve toujours. Donc j'ai l'électron-positron et en général il donne 2 gamma d'annihilation. Donc si j'écris la conservation de l'énergie, donc au début, donc j'ai le positron au repos, l'électron au repos, donc l'énergie que j'ai, c'est l'énergie de masse. C'est m0c carré plus m0c carré, 2 électrons. Donc l'énergie de masse, donc j'ai 2 m0c carré. L'état final, qu'est-ce que j'ai? J'ai gamma 1 et gamma 2, donc j'ai h nu 1 plus h nu 2. D'accord, c'est ça, c'est la conservation de l'énergie, donc on l'écrit facilement de cette manière. Ensuite, si j'écris maintenant conservation de P, conservation de la quantité de mouvement, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici c'est 0, d'accord, est égal à h nu 1 sur C plus h nu 2 sur C. Donc obligatoirement, les 2 photons sont émis en sens opposé. H nu 1 sur C est égal à moins H nu 2 sur C. Ils sont émis en sens opposé et obligatoirement, hein, ils doivent, parce que ça c'est égal à ça, si je passe de l'autre côté, donc en module, je vais avoir ce qui fait hein, H nu 1 égale H nu 2 égale H nu. Donc les 2 photons vont partir avec la même énergie cinétique. H nu 1 égale H nu 2 égale H nu. Donc si je reviens ici, donc ici c'est tout simplement est égal à H nu 1 égale H nu 2, c'est égal à 2 H nu. Et à partir de là, je peux en tirer que H nu est égal à M0 C carré qui est égal à 0,511 MeV. C'est la masse de l'électron. Donc chaque photon va partir avec une énergie qui est égale à 0,511 MeV. Donc c'est ça le phénomène d'annihilation, ça s'appelle l'annihilation. Ce n'est pas annulation, c'est annihilation, c'est écrit. Donc ça c'est le mécanisme d'annihilation, ça concerne le positron. Le positron lorsqu'il s'arrête, il va interagir de cette manière-là. Donc on passe maintenant à la 3e catégorie qui sont les photons. Les photons, donc, ou bien le rayonnement électromagnétique. Donc, rayonnement électromagnétique, vous le connaissez. Donc, tout ce qui est, ça peut être les photons lumineux, ça peut être les rayons X, le Bremsstrahlung, l'annihilation, Cherenkov, gamma. Donc, tout ça, on les regroupe dans la famille, si vous voulez, rayonnement électromagnétique. Et leur mode d'interaction, donc, ils sont connus. D'accord, ils sont connus. Donc, déjà, vous connaissez les 2 premiers, l'effet photoélectrique et l'effet comptant. Vous voyez que maintenant, on est en présence des particules qui ne sont pas chargées. Donc, je ne vais pas avoir ionisation et excitation. Donc, je suis en train d'étudier des particules qui n'ont ni masse ni charge.
D'accord? Ils n'ont pas de masse, ils n'ont pas de charge. Donc c'est des rayonnements électromagnétiques. Et ces rayonnements électromagnétiques, j'ai dit, le mode d'interaction, c'est complètement différent. Pour ces particules-là, ce qu'il faut retenir, c'est que ces particules, s'ils interagissent, ils disparaissent. Ils ont une seule interaction. Ce n'est pas la même chose que les particules chargées lourdes. Les particules chargées lourdes, j'ai dit, il interagit avec le premier électron, ensuite le deuxième électron, etc., et perd son énergie de cette manière. Ça veut dire que progressivement, il perd son énergie. Le photon, ou bien il interagit et il disparaît, ou bien il n'interagit pas et il reste le même. Son énergie ne change pas. J'ai dit, je peux envoyer par exemple des photons d'ici. S'il arrive à sortir de l'autre côté, il va sortir avec la même énergie. Donc il n'y a pas de variation de l'énergie, le photon reste le même. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, pour le photon, ou bien il y a interaction et le photon disparaît, ou bien il n'y a pas d'interaction et le photon sort comme à l'état initial, donc sans changement d'énergie, sans rien. Donc voilà, si vous voulez, les mécanismes. J'ai dit, il y a l'effet photoélectrique, l'effet Compton, vous le connaissez déjà. Ensuite, production de paires et réaction photonucléaire, ça veut dire que le photon interagit avec un noyau X et le résultat, il va me donner un noyau Y plus une particule émise, par exemple proton ou autre chose. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle réaction photonucléaire. Donc c'est une réaction nucléaire induite à partir, si vous voulez, des photons. Donc on essaie de voir le premier mécanisme, l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, vous le connaissez déjà, c'est l'interaction d'un photon avec un électron lié. Donc l'électron, obligatoirement, il doit être lié, sinon je n'ai pas le droit, on ne peut pas avoir l'effet photoélectrique. Donc obligatoirement, on va le montrer tout à l'heure, obligatoirement l'électron doit être lié à l'atome. Donc le résultat, c'est production d'un photoélectron, donc le photon disparaît, toute l'énergie, si vous voulez, sera communiquée à l'électron. Donc l'effet photoélectrique, c'est l'interaction d'un photon avec un électron lié. Et par la suite, si vous voulez, on obtient un photoélectron qui va prendre toute l'énergie du photon et le photon disparaît. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc effet photoélectrique. Donc je vais avoir quelque chose de ce genre. J'ai le photon, H nu, ça c'est l'électron. À la fin, si vous voulez, je vais avoir, si vous voulez, l'électron. Donc ça c'est M0C carré, M0C carré, ça c'est T, et il va avoir une certaine quantité de mouvement P. D'accord? Ça c'est l'état initial et ça c'est l'état final. Donc le photon, il va interagir avec l'électron et il lui communique toute son énergie. Et donc cet électron va partir avec une certaine énergie cinétique TE. D'accord? Donc si j'écris la conservation de l'énergie, c'est très simple. J'ai tout simplement, on l'avait dit, H nu plus, je ne néglige rien, donc plus M0C carré est égal, de l'autre côté, M0C carré plus TE. Dans l'état final, j'ai l'électron qui a une masse M0C carré et il a une énergie cinétique TE. Donc j'ai H nu plus M0C carré égale M0C carré plus M0C carré plus TE. Donc ça me donne tout simplement plus l'énergie de liaison de l'électron. En général, on va la négliger. Donc il est très faible, donc on néglige ça. Donc ce qui fait que je vais avoir H nu égale TE. Donc pratiquement toute l'énergie du photon sera communiquée à l'électron sous forme d'énergie cinétique. Donc voilà ce qu'on a pour l'effet photoélectrique. Maintenant, j'ai dit, on peut montrer que cet effet ne peut avoir lieu sur un électron libre. D'accord? Donc ça c'est une question que vous avez déjà en TD. On va la faire ici, donc pour réduire déjà le nombre d'exercices que vous avez dans la série 3. Donc la question numéro 3, on vous dit montrer que l'effet photoélectrique ne peut avoir lieu sur un électron libre. La question c'est ça, montrer que l'effet photoélectrique ne peut se produire sur un électron libre. Donc pour faire ce genre d'exercice, vous avez 3 exercices qui sont similaires, ils sont basés sur le même principe. Donc pour faire ce genre d'exercice, on vous demande de montrer que l'effet ne peut avoir lieu sur un électron libre. Donc vous supposez que vous avez l'effet photoélectrique sur un électron libre et vous écrivez les lois de conservation. Pour les 3 exercices, c'est exactement le même principe. Vous supposez que c'est possible, vous écrivez la loi de conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement et vous montrez qu'il y a une contradiction. Ça veut dire la loi de conservation de l'énergie donne une chose et conservation de la quantité de mouvement donne une chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les deux, on peut pas avoir les deux lois de conservation de la même manière. Donc dans ce cas-là, si vous voulez par exemple, je vais l'écrire. Donc je suppose, donc on l'écrit, donc on suppose que l'effet photoélectrique ait lieu sur un électron libre. Quand on raisonne par l'absurde, donc on suppose que l'effet photoélectrique ait lieu sur un électron libre. D'accord?
Je suppose le contraire. Donc je suppose que l'effet photoélectrique ait lieu sur un électron libre. Donc dans ce cas-là, conservation de l'énergie, qu'est-ce que ça me donne? Conservation de l'énergie, on avait dit, j'ai H nu égale TE, l'hydrogène. D'accord? H nu égale TE. Maintenant, conservation de la quantité de mouvement. Conservation de P. Conservation de P, j'ai H nu sur C est égal à PE. De ce côté, la quantité de mouvement, j'ai H nu sur C, c'est P gamma. Et de l'autre côté, j'ai PE. Donc la conservation de la quantité de mouvement, ça me donne ça. D'accord? PE. Donc ça tout simplement, c'est H nu est égal à PEC. H nu égale PEC. Donc j'ai cette relation numéro 1 et j'ai cette relation-là numéro 2. Maintenant, si vous voulez, je dois maintenant trouver une solution. Je dois trouver qu'il y a une contradiction ici. Ici, j'ai TE, j'ai H nu égale TE, et j'ai de l'autre côté, j'ai H nu égale PEC. Donc, lorsqu'on a ce genre de choses-là, j'ai E, il est fonction de PE. T et PE sont dépendants. Donc, je dois tout exprimer soit en fonction de PE, soit en fonction de TE. Je ne dois pas laisser les deux choses comme ça. Mais pour comparer cette loi avec la loi de conservation de l'énergie, la loi de conservation de la quantité du mouvement, je dois exprimer les deux en fonction de la même variable qui est TE ou bien PE. Donc si je peux le faire comme je veux. Donc les formules que vous devriez connaître, vous devriez toujours connaître E carré est égal P carré, E carré est égal P carré C carré plus M0 au carré C4. Ça c'est la formule que vous connaissez. E carré égale P E carré moins P carré C carré égale M0 au carré C4. Ou bien E carré égale P carré C carré plus M0 au carré C4. D'accord? Et je connais aussi que E est égal à M0 C carré plus T. Donc si je remplace ici, pour exprimer le tout, pour exprimer le PE en fonction de TE. Si je remplace E par son expression, qui est là, donc ce qui fait, ça veut dire que M0 C carré plus T, le tout au carré, est égal à PE au carré C carré plus M0 au carré C4. Donc j'ai tout simplement remplacé E au carré ici. Par M0 au carré C4, M0 au carré, M0 C2 plus TE. Donc ça va me donner M0 au carré C4 plus T au carré plus 2M0 C carré T qui est égal à PE au carré C carré plus M0 au carré C4. D'accord? Donc si je simplifie, donc je vais avoir ce qui fait que PE au carré C carré est égal tout simplement à TE au carré plus 2M0 C carré T. J'obtiens cette relation que je note 3. Donc si je regarde mes formules, j'ai H nu égale TE. La conservation de l'énergie, il me dit H nu égale TE. La conservation de la quantité de mouvement, il me dit H nu égale PEC. Ça veut dire que TE égale PEC. H nu égale TE. Ou H nu égale PEC. H nu égale TE, je remplace H nu ici par TE. D'accord? C'est la relation 1, il me dit H nu égale TE. Donc ça veut dire que TE est égal à PEC. TE égale PEC. Donc si j'élève ça au carré, je vais avoir TE au carré égale PE au carré C carré. Donc la relation 2 implique que PE au carré C carré est égal à TE au carré. Donc j'ai H nu égale TE, H nu égale PEC, donc TE égale PEC. D'accord? Donc j'ai remplacé, je l'ai écrit ici, donc PE au carré C carré égale TE au carré. Donc si vous regardez l'équation, donc 3 et 4, donc 3 et 4, j'ai ça égale ça. J'ai 3 et 4, vous voyez que ça, PE au carré C carré, PE au carré C carré. Donc ça veut dire que implique, donc T carré plus 2M0 C carré, T est égal à TE au carré. D'accord? Voilà ce que j'obtiens. Ça vous paraît normal? C'est une contradiction. Je ne peux pas avoir TE au carré qui est égal à TE au carré, où j'ai un terme qui est en plus. Donc, c'est possible, donc ça c'est vrai. Si TE égale 0, qu'est-ce que ça veut dire TE égale 0? Ça veut dire H nu égale 0.
Donc ça n'a pas de sens. Ou bien M0 C carré égale 0. M0 c'est la masse de l'électron. Donc ce n'est pas égal à 0. Donc j'ai une contradiction. Donc c'est contradiction. Donc résultat, l'effet photoélectrique ne peut avoir lieu sur un électron libre. Donc l'effet photoélectrique ne peut avoir lieu sur un électron libre. Donc obligatoirement l'électron doit être lié. Vous voyez que pour ce genre d'exercice, c'est toujours comme ça. Hein. Essayez de trouver la contradiction. Vous supposez, on vous dit, montrer que l'effet création de paire ne peut avoir lieu dans le vide. Moi, je suppose que j'ai cet effet dans le vide, et j'écris les deux lois de conservation et je cherche la contradiction. Et je dis, donc, contradiction, donc, obligatoirement, ne peut avoir lieu dans le vide. Donc, vous avez 3 exercices similaires. On va voir l'effet création de paire par la suite. Voilà, donc je passe à autre chose concernant l'effet photoélectrique. Maintenant, on ne va pas démontrer cette formule qui donne la section efficace de l'effet photoélectrique. Section efficace, j'ai dit, c'est la probabilité d'avoir cet effet. La probabilité d'avoir un phénomène, dans ce cas-là, on l'appelle tout simplement section efficace. C'est avec quelle est la probabilité d'avoir cet effet-là. Donc cette probabilité, si on la calcule, on obtient une formule qui est de l'ordre, ce qui nous intéresse dans la formule, c'est que cette probabilité qu'on appelle sigma, section efficace, il est proportionnel à Z5, Z à la puissance 5, ça veut dire le milieu, le gamma qui interagit avec un milieu. Donc il recule dans un milieu, donc la probabilité d'avoir l'effet photoélectrique, il est proportionnel à Z5. Ça veut dire que plus le milieu possède un Z qui est le numéro atomique grand, plus, si vous voulez, l'effet photoélectrique, la probabilité d'avoir l'effet photoélectrique est grande. Donc ça veut dire que si je veux me protéger, par exemple, contre, j'ai des rayons X et je veux me protéger. Donc je dois choisir un milieu. Quel milieu je dois choisir? D'accord? Donc le milieu que je dois choisir doit avoir le Z le plus grand et si je veux bien me protéger et avec une faible épaisseur. Donc vous voyez que par exemple, si j'ai l'aluminium, le fer et le plomb, je dois choisir le plomb parce que Z égale 82. L'aluminium, c'est Z égale 13. Donc la probabilité, c'est proportionnel à Z5. Donc je suis obligé de choisir, par exemple, dans ce cas-là, c'est le plomb. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre une épaisseur comme ça, d'aluminium, d'accord? L'équivalent, si je prends le plomb, donc vous avez par exemple 20 cm. Maintenant, l'équivalent, si je prends le plomb, c'est l'équivalent du 5 cm. Donc je peux me protéger avec 5 cm de plomb mieux que, par exemple, 10 cm ou bien 15 cm d'aluminium. Vous voyez que mais si je veux me protéger, je dois choisir un milieu qui présente un Z qui est grand. D'accord? Donc ça, ça concerne le milieu que je dois mettre pour me protéger. Maintenant, avec la variation avec l'énergie, si j'ai les photons peuvent avoir différentes énergies. Si j'ai des gammas de 20 MeV, ce n'est pas les gammas de 0,5 MeV ou bien de 20 keV. Vous voyez que ça dépend de l'énergie. Donc cette section efficace, il varie en 1 sur E à la puissance 7,5, c'est-à-dire l'énergie du gamma à la puissance 7,5, c'est l'inverse. Ça veut dire que plus l'énergie du photon est grande, plus l'effet photoélectrique, il ne faut pas s'attendre à l'effet photoélectrique. Donc je ne vais pas avoir l'effet photoélectrique avec les photons de grandes énergies. Par exemple, le gamma de 4 MeV ou bien 5 MeV, hein, je ne dois pas m'attendre à l'effet photoélectrique. Donc il y a d'autres mécanismes qui seront prédominants. Pourquoi? Parce que la probabilité, il est inversement proportionnel à E gamma à la puissance 7,5, 1 sur E gamma. C'est-à-dire E gamma à la puissance moins 3,5. Donc plus E gamma est grande, plus ça chute. Plus la probabilité d'avoir l'effet photoélectrique est grande. Donc l'effet photoélectrique, il est favorable, il est probable, très probable si vous voulez, avec les faibles énergies, inférieures à une centaine de keV, donc faible énergie, d'accord? Sinon, je ne peux pas avoir, la probabilité de l'avoir est très faible. Je peux l'avoir, mais avec une très faible probabilité. Donc c'est surtout d'autres mécanismes qui seront probables. Maintenant, pour me protéger contre les rayons X qui ont une faible énergie, donc là, si vous voulez, j'ai dit la protection elle est proportionnelle à Z5, c'est le milieu. Je dois choisir le milieu qui possède Z la plus grande pour diminuer l'épaisseur. Ça, on va le voir par exemple en E6, on va placer des écrans d'aluminium et on va placer quelques écrans de plomb et on va voir que l'intensité qui sort pratiquement la même. 2 cm, c'est équivalent à je ne sais pas combien, mais ça peut être des dizaines de centimètres d'aluminium. Donc ça, c'est l'effet photoélectrique. Donc,
Donc il nous reste 5 minutes. Donc ça c'est le premier mécanisme, donc j'espère que vous l'avez compris. Donc l'effet photoélectrique, c'est l'interaction d'un photon avec un électron lié, et le photon, si vous voulez, disparaît en communiquant toute son énergie à l'électron. Donc cet électron-là, ça s'appelle photoélectron. Donc il y a la définition, si vous voulez, de l'effet photoélectrique. Vous voyez qu'on peut le dire de différentes manières. Il faut tout simplement de tracer le schéma et de le décrire. Si vous le décrivez qu'est-ce qui se passe ici, c'est ça la définition. Ça vous donne, si vous voulez, cette section efficace que j'ai dit tout à l'heure en fonction de l'énergie. Vous voyez que là, je prends, par exemple, pour le plan, vous voyez qu'à faible énergie, on a la section efficace. La probabilité est très importante. Vous voyez qu'au début, la probabilité est très très grande d'avoir l'effet photoélectrique pour jusqu'à, vous voyez, 10 puissance 1 de 0, c'est-à-dire 1 MeV. D'accord? Vous voyez que ça descend à 10 puissance 1 MeV, vous voyez que déjà c'est petit. Mais à faible énergie, vous voyez qu'il est très important. L'effet photoélectrique est très important. D'accord? Donc ça, c'est la variation de l'énergie dans le même milieu. Hein? C'est toujours le plan. Et j'envoie des photons de différentes énergies et je calcule la section efficace ou bien la probabilité d'avoir l'effet photoélectrique. Vous voyez que pour les photons de faible énergie, ils interagissent beaucoup par effet photoélectrique. Plus l'énergie est grande, il y a très peu de photons qui interagissent par effet photoélectrique. Vous voyez que ça diminue, hein, ça diminue 10-2. Ça, c'est l'échelle logarithmique, il faut faire attention. Maintenant, je passe la conséquence, si vous voulez, de l'effet photoélectrique. C'est toujours la même chose. Les conséquences de l'effet photoélectrique, c'est toujours le réarrangement du cortège électronique. Le photon, il va interagir avec un électron qui était lié à l'atome, donc il l'avait arraché. Donc automatiquement, il va y avoir réarrangement du cortège électronique. Ça veut dire qu'il y a un électron du haut qui va descendre pour remplir la couche amputée, et obligatoirement, il doit y avoir émission de rayons X. Donc ça, c'est le réarrangement du cortège. Donc le réarrangement du cortège, on a toujours parlé, j'ai parlé de l'émission de rayons X, mais je peux avoir un autre phénomène. C'est la même chose que même avant, j'aurais dû le dire, mais ce n'est pas très important. Parfois, on n'observe pas de rayons X. Tout simplement, le X qui normalement je dois voir, donc cette énergie de rayon X, il sera communiqué à un électron externe. Hein? Ça c'est le X, il part par exemple d'ici, il va sortir. Avant de sortir, il va rencontrer un électron du cortège qui est externe et il va l'arracher. D'accord? Donc il va l'arracher, c'est comme l'effet photoélectrique, et je vais observer un électron. Au lieu d'observer un rayon X, je vais observer un électron, et cet électron on appelle tout simplement électron OG. Donc on peut avoir la désexcitation du noyau par émission de rayons X, ou bien en émettant une radiation, c'est-à-dire émission d'un électron OG. Donc ça c'est représenté dans ce cas-là. Vous voyez que le rayon X il sera émis et l'énergie sera communiquée à l'électron de la couche périphérique. Et cet électron-là, il va sortir, il va nous donner ce qu'on appelle électron OG. Et cet électron OG va prendre l'énergie que normalement devait prendre le rayon X. Donc l'énergie cinétique de l'électron OG, c'est égal à l'énergie du rayon X, c'est égal à l'énergie d'excitation du noyau. De l'atome, pardon. Le troisième phénomène, le troisième mécanisme, le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez déjà vu aussi en mécanique quantique, c'est l'effet Compton. D'accord? C'est l'effet Compton. Donc l'effet Compton, c'est tout simplement un phénomène de diffusion. C'est le phénomène de diffusion d'un photon avec un électron, mais cette fois-ci l'électron peut être libre, peut être lié, faiblement lié. Donc c'est un phénomène de diffusion. Donc le photon, il va interagir, si vous voulez, avec un électron. Le photon, il vient, il va interagir avec un électron et il va y avoir un phénomène de diffusion. Donc j'ai un photon qui sera diffusé, c'est un autre photon. Donc c'est pas le photon initial. Donc c'est un photon que j'appelle H'. J'avais au début H', maintenant j'ai H'. Et l'électron, si vous voulez, il va partir, ce qu'on appelle l'électron Compton, il va partir en faisant un angle phi par rapport à la direction initiale. Donc cette diffusion-là, ça s'appelle tout simplement la diffusion Compton. Donc si on retrace, si vous voulez, ce schéma. Si on trace ce schéma, donc j'ai le photon, d'accord, H', j'ai ici l'électron, ça c'est l'état initial. À l'état final, je vais avoir, si vous voulez, l'électron qui va partir comme ça, avec un certain PE, l'électron Compton, et il fait un angle par rapport à la direction initiale. Donc on va le mettre à côté. Donc on va avoir, si vous voulez, l'électron qui va partir comme ça, TEC ou PEC, d'accord? Ça, c'est l'électron M0C carré. Il fait un angle phi par rapport à la direction initiale et j'obtiens, si vous voulez, un photon diffusé H' et qui va avoir, si vous voulez, un certain P gamma.
d'accord, et il fait un angle θ par rapport à la direction initiale. Donc ça, c'est l'état initial, et ça, de l'autre côté, c'est l'état final. D'accord? Donc voilà ce qu'on a. Donc si j'écris la conservation d'énergie, vous voyez que c'est très simple. État initial, qu'est-ce que j'ai? J'ai H nu plus M0C carré. D'accord? À l'état final, qu'est-ce que j'ai? Donc ça doit être égal à l'énergie de l'état final. L'état final, j'ai H nu prime plus H nu prime plus M0C carré plus T EC. D'accord? Ça veut dire tout simplement que H nu est égal à H nu prime plus TEC. Donc voilà comment j'écris la loi de conservation de l'énergie totale. Tout simplement, c'est très simple. Hein? Un phénomène de diffusion, le photon, il va interagir avec un électron. D'accord? Je suppose que l'électron est au repos. Donc, photon, il va interagir avec l'électron. Résultat, l'électron sera diffusé, si vous voulez diffuser à un angle phi, il va avoir une certaine énergie cinétique TE, une quantité de mouvement PE, et le photon sera diffusé à un angle θ. D'accord? À un angle θ, il va avoir une énergie H nu'. Donc, ce photon, ce n'est pas ce photon. J'ai dit le photon, s'il interagit, il disparaît. Donc il a disparu, mais il y a un autre photon. Donc ce n'est pas le même photon qu'avant. Donc c'est H nu', et va avoir une certaine quantité de mouvement P gamma. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Je connais H nu. Vous voyez que là aussi, je ne connais pas H nu', je ne connais pas θ, je ne connais pas phi et je ne connais pas TE. Donc vous voyez, on a, si vous voulez, 4 inconnus. Hein? Maintenant, si j'écris les lois de conservation, comme ce qu'on avait vu avant, donc si j'écris les lois de conservation, je vais avoir la projection de la quantité de mouvement, il va me donner 2 relations, et la conservation de l'énergie, il va me donner une relation. Donc je vais avoir 3 relations, mais j'ai 4 inconnus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fixe un angle. Donc je fixe le θ, c'est-à-dire je place mon détecteur à cette position. Donc j'ai fixé le θ, donc θ maintenant c'est fixe, et je vais maintenant laisser 3 variables. Donc par exemple PEC, P gamma et phi. D'accord? 3 équations, 3 inconnues, donc je peux résoudre maintenant le système. Donc on écrit ces lois-là, après vous... Donc j'ai dit la première chose, c'est H nu égale H nu' plus TE. D'accord? Ça, c'est la conservation de l'énergie. Maintenant, conservation de la quantité de mouvement, c'est P gamma est égal à P gamma prime plus PE. D'accord? P gamma est égal à P gamma prime plus PE. Maintenant, vous projetez selon les axes. Vous prenez l'axe des X, l'axe des Y. Donc, projection par rapport au X. Donc, la projection par rapport au X. Donc, P gamma, ça va me donner P gamma carrément. D'accord? Et ça va me donner P gamma prime, P gamma prime, cosinus θ, plus PE, cosinus phi. Donc ça c'est la relation numéro 2. Ensuite, si je projette par rapport à l'axe des Y, donc je vais avoir 0. La projection selon ici, ça va me donner 0, selon l'axe des Y. Donc je vais avoir 0 qui est égal à P gamma prime sinus θ plus moins P gamma prime sinus θ moins PE cosinus phi. Ça, c'est la relation numéro 3. Sinus. Pardon. Et maintenant, vous avez 3 équations. 1, 2, 3. Et les relations que vous avez, c'est que, si vous voulez, H nu est égal à P gamma C, H nu prime c'est P gamma prime C, et PE, hein, on a trouvé tout à l'heure la relation entre PE et T, vous pouvez la voir facilement. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est déterminer ce H nu prime, parce que je ne la connais pas, et déterminer TE. Le phi, à la limite, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire au début? Vous devriez éliminer le phi. En premier lieu, vous éliminez le phi et vous gardez le θ parce que θ, c'est fixe. On fixe θ. On fixe θ. Donc, θ, c'est comme si c'est connu parce que j'ai placé mon détecteur à cette position qui est θ. Donc, on fixe θ. Maintenant, vous écrivez, vous pouvez maintenant éliminer le phi et déterminer facilement H nu prime et TE. Donc, vous avez dans TD, si vous voulez cette question, ça va être traité en TD. Vous pouvez facilement déterminer TE et H nu prime et chercher quand est-ce que, par exemple, TE max, etc. L'électron possède l'énergie cinétique maximale, etc.
Donc si vous faites ça, vous voyez que si vous faites ça, vous trouvez donc h nu prime égale h nu sur 1 plus h nu sur m0c carré facteur de 1 moins cosinus θ. Vous allez voir ça en TD, vous allez le faire comme exercice. Et TE, vous trouvez donc cette expression. Vous voyez que PEC au carré, c'est tout simplement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est TE au carré plus 2f0c carré T, parce qu'il est quelque part. On l'avait effacé. D'accord? Donc c'est une formule qu'on avait trouvée avant. Maintenant, du point de vue probabilité, comme tout à l'heure, quand est-ce qu'on a l'effet Compton? Donc la section efficace ou bien la probabilité, vous voyez que cette fois-ci, il est donné par Z sur E. Il est proportionnel à Z et il est inversement proportionnel à E. Donc ça diminue avec l'énergie, ça veut dire si j'ai une grande énergie, je ne dois pas m'attendre à l'effet Compton, ni l'effet photoélectrique. Mais pour le Z, vous voyez que c'est toujours Z. Ça veut dire que si les milieux qui possèdent un Z très grand, c'est-à-dire les milieux denses, ils ont toujours on a toujours la probabilité d'avoir l'effet Compton, si vous voulez, sur ces milieux-là. C'est comme l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'était Z5. Maintenant, pour l'effet Compton, c'est Z. Mais cette fois-ci, c'est inversement proportionnel à l'énergie. Donc, c'est-à-dire plus le E gamma est grande, plus l'effet Compton est improbable. Donc la haute vitesse, à haute énergie, les gamma de haute énergie, l'effet Compton, si vous voulez, est négligeable. Vous voyez que l'effet Compton, c'est à peu près jusqu'à 1 MeV. L'effet photoélectrique, c'est quelques centaines de keV. Maintenant, l'effet Compton, c'est à peu près à 1 MeV. À partir de 1 MeV, ça devient, la probabilité commence à diminuer largement. Voilà, donc on s'arrête ici. On continue la prochaine fois.